C'est juste parce qu'il faut qu'on termine. Donc je suggère qu'on puisse faire le point sur ce que vient d'être dit et après de vous libérer pour déjeuner. Donc j'essaye de regrouper peut-être trois choses qui peuvent être des points de réflexion à relancer pour l'après-midi. Il y a un problème de sollicitation de la société civile dont avait aussi parlé la contributrice de Europa Nostra, qui en a fait référence par rapport à ce qui était de la visibilité des actions à travers les médias. Et en fait, ce que vous venez de dire, ça peut se regrouper dans le sens d'une sensibilisation de la société civile dans sa totalité et non seulement des opérateurs culturels qui sont déjà actifs dans les domaines des politiques culturelles pour en fait sensibiliser les politiques tant au niveau national qu'au niveau européen. Et l'autre problème, c'est, il me semble, la représentativité par rapport à ce qui est des programmes et des politiques de l'Europe vers l'extérieur dans les régions du monde. Donc, par rapport à ce qu'il disait Judith tout à l'heure, est-ce que cette représentativité passe dans les faits aujourd'hui, doit passer, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour qu'elle passe à l'avenir par les ambassades des pays membres, compte tenu du fait qu'on n'a pas une politique culturelle extérieure commune de l'Union européenne. Donc, quel est le rôle et la responsabilité des États membres pour définir peut-être une ébauche de politique culturelle commune qui serait une base qu'on peut déjà retrouver peut-être dans la Convention sur l'UNESCO, qu'on n'a pas encore cité aujourd'hui parce qu'on s'est pas mal focalisé sur le dialogue euro-méditerranéen. Mais c'est vrai que si on élargit le commentaire à l'ensemble du monde, on peut se poser la question si les États ne peuvent, tout en gardant la diversité dont vous parliez, donc c'est-à-dire garder des rapports bilatéraux et développer des politiques